voudrais rebondir sur ce que disait André tout à l'heure concernant les enjeux de la transition énergétique à l'échelle nationale aujourd'hui. On a des élus nationaux qui sont quand même un peu schizophrènes. Et un peu, je pense, c'est un faible mot. On a des territoires aujourd'hui qui ont une volonté forte d'accompagner cette transition énergétique. La démarche repose sur l'Occitanie, par exemple. Et en face, on a des décisions nationales qui sont complètement ubuesques. Quelques exemples rapidement. La loi d'accélération des énergies renouvelables, loi qui est passée il y a 2 ans. On a eu les arrêtés il y a 1 an, ça devait être traité en 6 mois. Il nous en manque encore 1 ou 2 pour finir. Finalement, cette loi d'accélération a eu une vertu, c'est de définir ce que c'était que l'agrivoltaïsme. Et ça, c'est quand même très bien. Mais par contre, à intégrer, finalement, c'est des freins, ça n'a rien d'accélération. Les zones d'accélération que les collectivités doivent mettre en place, c'est du boulot pour tout le monde, pour au final peu d'avantages. La loi d'accélération oblige à faire des comités de projet si on n'est pas dans ces zones d'accélération, donc on rajoute une strate. Enfin, voilà, on est vraiment dans un truc qui, et comme ça doit aller encore trop vite, on a eu une PPL, une proposition parlementaire de loi il y a quelques semaines, d'un député qui souhaitait remettre en cause, plafonner la puissance des projets d'agrivoltaïsme, etc. Sachant que cette loi est sortie, enfin, a été votée il y a 2 ans, qu'on a les arrêtés d'application depuis à peu près 1 an, et qu'un projet, ça prend 5 ans minimum à sortir. Donc le retour d'expérience de la loi, on l'a pas du tout, et les députés veulent commencer à la sabrer et à la modifier. Le tarif d'achat, le S21, évidemment, qui a été sabré là aussi, probablement parce qu'on a trop de projets. Alors le S21, c'est quand même les projets solaires de toiture et d'ombrière. Qu'est-ce qui est mieux accepté que ça aujourd'hui partout, et qu'est-ce qui est plus logique que ça aujourd'hui et qui en plus est à proximité de la consommation. Donc on a une vraie logique de production-consommation sur ces projets-là. L'autoconsommation, on l'a abordé rapidement tout à l'heure. D'abord, pour faire de l'autoconsommation collective, en théorie, il faut un agrément qui est à peu près le même que l'agrément d'un fournisseur. Je vous explique, le particulier qui veut vendre sa conso, une partie de sa production à son voisin, il faut qu'il soit agréé comme l'est un fournisseur aujourd'hui. Ce qui est totalement délirant. Et puis, la loi a voté il n'y a pas longtemps une exonération de fiscalité, l'assise, et Bercy est en train de revenir dessus en rajoutant quelques petites conditions qui font qu'on n'a plus d'exonération de fiscalité. Tout ça en l'espace d'1 mois, hein. C'est juste... voilà. Je ne parle pas du détricotage des différentes obligations de solarisation, que ce soit les toitures, les parkings. La loi avait posé un certain nombre de choses, et tout ça est en train gentiment d'être revu. La PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, un jour peut-être, septembre, on l'annonce pour septembre, on verra. Le tarif des projets petits sols, les moins de 1 MW au sol, en solaire photovoltaïque. Pareil, le S23, S24, maintenant S25, on espère avant fin 2025. Je vais reprendre une expression d'Enerplan dans un article hier ou avant-hier. On accélère avec le pied sur le frein, en fait, sur la transition énergétique, c'est exactement ça. Au-delà de, je vous ai parlé de production, le meilleur des kilowattheures, c'est quand même celui qu'on ne consomme pas. Et quand je vois que hier, avant-hier, le dispositif MaPrimeRénov' a été mis en suspens, donc là aussi, l'impact en termes d'emploi, l'impact en termes de... on est dans l'accélération de la transition énergétique, c'est sûr. Hein. On va arrêter de faire de la rénovation. Bon, globalement, tous ces enjeux-là, c'est quasiment du renoncement sur la transition énergétique. Hein. On remet en cause, finalement, l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme planète? Enfin, ça me... Voilà. D'autant plus, c'est des enjeux de souveraineté économique, de souveraineté énergétique, d'indépendance, d'emploi. Donc il y a quand même tous ces enjeux-là sont aujourd'hui essentiels, et nos élus, globalement, n'ont pas l'air de bien comprendre de quoi ils parlent. Donc la décarbonation patine, l'électrification des usages avance pas au rythme qu'il devrait avancer, et finalement on se retrouve avec une conso d'élec qui stagne, voire qui diminue à l'échelle nationale. On rajoute quand même un peu de production d'énergie renouvelable, et on se retrouve avec des prix négatifs. Oh, la transition, Julien, à toi. Merci Stéphane. Il n'y a pas de chaîne avec les aides de bête. Bonjour à tous, Julien Chollet, je suis un des cofondateurs de l'agrégateur Bord Énergie. Donc on est un agrégateur français, toulousain. On a
a été créé il y a plus de 4-5 ans. Il faut 3 ans avant d'avoir juste les agréments. Donc c'est pour ça que le temps ne joue pas notre faveur. Mais il y a plusieurs sujets intéressants. Les prix négatifs, c'est un gros sujet actuellement. Ça va créer... alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça venait du photovoltaïque. Vous verrez, et en témoigne la journée d'aujourd'hui, que pas forcément. Aujourd'hui, les prix sont négatifs de minuit à 18h. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de production entre minuit et 8h du matin. Mais globalement, c'est un phénomène qui a tendance à s'accroître. C'est un phénomène qui est français et européen. Donc, juste un petit topo dessus sur notre mission navigateur. Nous, on est passé d'une énergie qui était centralisée avec le nucléaire à décentralisée avec des milliers d'actifs sur le territoire français. Donc, comment les connecter au réseau Enedis, comment massifier en fait les connexions et le faire correctement, bien le piloter. On parlera d'ailleurs sur la partie SCADA, qui est une partie qui va être de plus en plus importante. Et donc, nous, on a fait tout ça en l'automatisant avec une plateforme directement d'agrégation. On est une petite équipe à Toulouse d'une vingtaine de personnes, avec des anciens de chez EDF Trading, des producteurs, et on est soutenu par 3 fonds d'investissement sur Paris. Voilà, c'est un peu la petite équipe. Donc là, je vais rentrer dans le sujet des heures négatives. Vous le voyez, les heures négatives, il y en a de plus en plus. Ça a commencé en 2019. Cette année, on va faire un joli record. Donc, principalement, les heures négatives, on le voit, c'est sur les horaires de pic. Donc, les horaires de pic, c'est défini, c'est de 8h à 20h. Nous, ce qu'on remarque en tant qu'agrégateur, c'est qu'en parallèle de ces heures négatives, vous avez ce qu'on appelle les coûts de rééquilibrage du réseau. C'est les fameuses imbalances lorsqu'on est agrégateur. Et on voit que les fluctuations au niveau du réseau sont de plus en plus importantes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du mal à équilibrer le réseau. On est en train de travailler dessus, bien évidemment, avec Enedis et RTE au niveau des programmes d'appel. Donc à partir de l'année prochaine, vous aurez l'obligation d'envoyer un programme de production de vos centrales, lorsque c'est au-dessus de 10 mégas. Et petit à petit, ce seuil il va être réduit jusqu'aux petites centrales de 200 kg. Donc là, cette année, on a fait sur le mois de mai, il y a 33% des heures qui sont au niveau du pic. Ça représente 252 heures. Je n'ai pas compté celle d'aujourd'hui, mais du coup, on pense qu'on va finir l'année autour entre 600 et 700 heures négatives. Pour les producteurs, c'est un problème, c'est bien évidemment parce qu'il y a un plafond au niveau de la creux sur la compensation pour prix négatif. Mais il y a des solutions qui existent et on va en parler juste après. Je pense que c'est un phénomène qui est transitoire. On a beaucoup poussé le NR. L'État n'a pas forcément aussi poussé la conso, enfin essayé de le pousser, mais ça n'a pas eu les effets attendus. Nous, ce qu'on va arriver, en fait, c'est que ça va être un phénomène récurrent. C'est pas un phénomène lié au marché français, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il y en a en Espagne, il y en a en Allemagne, il y en a dans les pays, en Suède, en Norvège. C'est vraiment un phénomène qui est européen, qui est lié à une transition. Voilà. Là, je vous montre un peu un exemple de ce qui est en train de se passer pour tous les gens qui vont faire du complément de rémunération ou le fameux S25 qui va sortir normalement cette année. Donc j'ai entendu sur juin-juillet, on a eu des présentations d'EDF sur le petit sol. Donc j'espère que ça va vraiment sortir. Là, vous voyez, typiquement, c'est lorsqu'on a des prix négatifs, c'est au niveau du SCADA et de l'automate. On va venir arrêter pendant les heures négatives la centrale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on critique beaucoup le PV. On dit oui, le photovoltaïque, c'est le responsable des heures négatives, mais c'est l'énergie qui se module le plus facilement. Parce que nous, en tant qu'agrégateur, on a de l'éolien, on a de l'hydro, et l'éolien, il y a du découplage-recouplage, donc des risques mécaniques importants. De l'hydro, il y a du découplage-recouplage, plus des risques au niveau des cours d'eau. Et donc forcément, le PV, c'est uniquement via l'onduleur, via le SCADA, et c'est en microsecondes. Donc il y a une précision qui fait que c'est une énergie qui va être très vite pilotée dans le futur,
et sur lequel le réseau va s'appuyer pour faire ce qu'on appelle les stratégies d'ajustement. C'est une forme de rémunération du réseau, et donc je vais en parler juste après. Petit topo quand même sur la consommation du coup au niveau français. On voit que la consommation elle est en baisse fortement. Du coup ça impacte directement forcément les prix parce que évidemment les prix de marché c'est le rapport entre l'offre et la demande. Nous ce qu'on constate c'est que la consommation elle a tendance aussi à être pilotée. Donc on va réussir à piloter à la fois les actifs qui produisent et à la fois, les consommateurs vont pouvoir bénéficier de tarifs alléchants lorsqu'ils vont pouvoir piloter la consommation. Mais il faut avoir en tête aussi qu'il faut relancer la conso sur une partie, et notamment sur la décarbonisation des transports et de l'hydrogène, qui, je pense, cette année, grâce à cette période de prix négatif, va pouvoir se relancer sur une partie des projets. Donc la filière française, c'est un changement de paradigme, hein, parce qu'on est passé d'un acteur subventionné à un acteur de marché. D'ici 2030, je pense qu'au niveau des OA, ça va être de plus en plus compliqué. Et donc vous allez passer en complément de rémunération, donc en valorisation marché. Il ne faut pas, ce que je disais tout à l'heure, oublier le photovoltaïque, c'est pilotable et donc c'est adaptable. Et ça, c'est vraiment un des atouts de la filière qu'il faut prôner par rapport aux autres énergies. On le voit de plus en plus, l'impact de l'ensemble des ENR au niveau de la demande, elle a tendance à s'accroître et ça représentait 33% en 2024. Et donc, bien évidemment, les ENR jouent un rôle dans la stabilisation du réseau. En revanche, ce qu'on va arriver dans les prochaines années, avec les heures négatives, c'est des contraintes d'exploitation de plus en plus importantes. Je vais faire appel à la loi DADU, qui est une obligation maintenant de faire les programmes d'appel et de participer au mécanisme d'ajustement, et l'incitation de l'article 175 de la loi de finances 2025, qui va permettre également de valoriser, d'avoir une survalorisation avec l'ajustement. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec les mécanismes d'ajustement. C'est nouveau, ça fait partie des orientations stratégiques du gouvernement pour réguler le réseau. Ça va permettre d'amener également un revenu supplémentaire à l'ensemble des producteurs. Et donc vous allez pouvoir cumuler plusieurs formes de rémunération en tant que producteur photovoltaïque. Donc du coup, bien évidemment, ces sources, ils vont venir s'additionner pour pallier les prix négatifs. Et on va additionner plusieurs sources. On va additionner tout ce qui est autoconsommation collective. Même si Stéphane, je sais que ça change tout le temps dessus, on va continuer à pousser pour automatiser, pour essayer en fait de fluidifier la mise en relation directe entre le producteur et le consommateur. Sous forme de plateforme, sous forme de micro-PPA. Et nous, au sein de nos clients, on a de plus en plus de demandes. Et ça, l'avantage aussi, c'est la transparence. C'est la transparence sur la marge que prend le gestionnaire de réseau ou l'agrégateur. Nous, quand on a créé Bohr, ça s'appelle Bohr parce que ça vient de Niels Bohr, qui prônait justement le partage des modèles scientifiques et pour faire évoluer la science. Et moi, en tant que producteur, parce que je suis aussi producteur, un petit producteur, c'est d'avoir une transparence sur nos actions vis-à-vis du réseau et nos frais. Voilà. Et donc, typiquement, les sources de revenus possibles, ça va partir de l'autoconso. On va pouvoir hybrider. J'étais à Intersolar il y a 2-3 semaines. Il y a 80% du salon, ils sont sur le stockage et l'hybridation. Ça va devenir quasi obligatoire. Et ça va permettre surtout de faire passer le photovoltaïque d'une énergie qui est intermittente à une énergie continue. Et c'est ce que recherchent les gens qui valorisent au niveau du marché, c'est des bandeaux de production stables, et non pas la cloche que l'on voit précédemment. Et après, du coup, l'hybridation, et enfin, la troisième partie, le mécanisme d'ajustement, qui est tout simplement l'arrêt en cas de prix négatif ou de prix qui s'approche de zéro.
quand il y a des prix qui sont par exemple au niveau du marché à 1 euro, le gestionnaire de réseau va demander à certains acteurs d'éteindre leur machine en leur proposant une survalorisation. Donc ça peut atteindre plusieurs dizaines, voire centaines, en fonction de la tension au niveau du réseau et du maintien de la fréquence. Nous, l'ajustement, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est vraiment le début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui le proposent, on est tous en train de se structurer, on est tous en train d'innover, parce que ça suppose vraiment, et je reviens sur le SCADA, d'être très fort au niveau du paramétrage de vos centrales. C'est un élément que vous devez prendre en considération, c'est que sur le pilotage, c'est vraiment le cœur du métier va être sur le pilotage. Et si vous pilotez bien, il y aura des rémunérations complémentaires dessus. L'autoconso, alors, il y avait les droits d'assises qui exonéraient une partie. Nous, ce qu'on voit, c'est que les prix de la fourniture en autoconso, c'est des prix qui sont quand même relativement élevés parce qu'il y a un effet image. C'est-à-dire que quand vous dites ben, je consomme le site qui est à côté, ça permet d'intégrer des nouveaux sites, ça permet aussi de rapprocher le consommateur du producteur. Et cette relation-là, elle est, je pense, à développer. Et il faut vraiment pousser là-dedans, il faut repousser sur l'exonération de l'assise et développer l'autoconso. Nous, on a beaucoup de demandes, on a quasi maintenant, sur tout ce qui est complément de rémunération des centrales, on a au moins 50% où il y a une partie d'autoconso, et avec des tarifs de fourniture, pour vous donner une échelle, ça va chez le gros industriel autour de 80 €, aux petites collectivités, petits consommateurs, autour de 120 € du méga, 130 € du mégawatt. Le stockage, c'est un vrai enjeu pour pallier les prix négatifs. Ça va vous permettre du coup de décaler les courbes de charge et de bénéficier, de cumuler la compensation pour prix négatif qui est versée par la CRE, que tous les producteurs possèdent. Donc alors il faut faire attention, la compensation pour prix négatif, il y a quand même quelque chose à voir, c'est que si vous injectez 1 kWh sur l'heure négative, vous perdez la compensation. D'où le paramétrage de SCADA avec le couplage au niveau de votre compteur Enedis. Alors j'ai vu qu'il y avait des équipes d'Enedis, et c'est vrai qu'il faut toujours se rapprocher d'eux pour vérifier que la plage horaire de votre compteur est bien la plage horaire de votre SCADA. On a vu certains acteurs de marché que je ne citerai pas, mais qui, sur des parcs éoliens de 400 mégas, sur le premier trimestre, ça avait coûté 450 000 €. Voilà. Donc bien vérifier et bien regarder avec les services d'Enedis que les plages horaires sont tout simplement alignées. Le stockage, bon, les prix du stockage, les batteries, ça a énormément diminué depuis 2-3 ans, et on arrive sur des tarifs très compétitifs. Et je pense que il y a un rôle avec d'Herbis et Mater à faire, c'est aussi de partager les prix d'achat des batteries et avoir un peu un phénomène de groupe pour la négociation des batteries, parce qu'on le voit, nous, sur les projets, entre un acteur qui va installer 5 mégas et celui qui va installer 100 mégas, c'est du simple au double ou triple. Donc, ce serait peut-être une idée à développer. Nous, l'ajustement, donc c'est ça, le principe, c'est des enchères au niveau de RTE pour pallier le phénomène des prix négatifs. Ça permet en fait d'ajuster la production, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, il y en a, ils me disent, oui, mais sur le photovoltaïque, on sera qu'à la baisse. Non, non, pas forcément en fait. Je vais vous donner un exemple. Fin mars, il y a eu un problème de réseau. Alors, c'était pas celui d'Espagne, mais grosso modo, on a manqué d'énergie et on a rappelé à la hausse des thermiques. Donc, on s'est retrouvé avec du photovoltaïque éteint et des thermiques rappelés. Donc, nous, le but en tant qu'agrégateur, c'est apporter ces solutions-là à l'ensemble des producteurs au niveau photovoltaïque et leur dire participez à l'ajustement, et les seuils sont en train de petit à petit de descendre. Au début là c'est autour de 10 mégas, et je pense que d'ici 1 à 2 ans, tous les actifs au-dessus de 500 kg, voire au-dessus de 200 kg, pourront cumuler et pourront faire de l'ajustement. Et donc il y a aussi donc la reprise à la hausse, c'est quand vous avez eu justement un appel de la part du réseau, il y a des prix négatifs. Tout le monde était au même moment, donc le réseau il vacille, et là il y a certains actifs qui sont rappelés à la hausse dessus, et à la baisse, et au contraire,
il y a tellement d'énergie et très peu de conso que l'on se retrouve à avoir des problèmes de réseau. Et après, ça a un impact sur les imbalances au niveau du marché. On a eu moins 7000 euros du mégawattheure fin mars. C'est-à-dire que le réseau proposait 7000 euros du mégawattheure pour éteindre les actifs, tellement que le réseau était dans une situation compliquée. Ça s'optimise sur 7 marchés différents et complémentaires. Donc réserve primaire, réserve secondaire, les marchés des aides, c'est tout un système. Et on voit que moi je vois au niveau des dossiers passés, maintenant il y a plus de 50% des parcs qui sont en création qui mettent une option batterie. Et vous l'avez notamment aussi au niveau de la demande Enedis. Vous pouvez demander une demande d'hybridation directement. Moi je leur dis faites-le parce que ça fait toujours quelque chose en plus et ça coûte rien. Donc ça c'est pour nous en tant qu'agrégateur c'est le schéma de demain. Ça suppose aussi d'innover. Hein. Nous, je vois dans nos équipes, alors on n'est pas nombreux, on est une vingtaine de personnes et on a 70% c'est une équipe technique, voilà, où on va faire tout ce qui est automatisation, algorithme d'optimisation des batteries et tout ce qui est. Alors nous, on est vraiment côté marché. Je pense que les prix négatifs, ça soulève tout le monde à pointer du doigt le solaire. Et là aujourd'hui, alors c'est peut-être parce qu'il y a la conférence, mais on voit que c'est à partir de minuit. Donc c'est vraiment, il faut se dire, il faut continuer à produire, mais continuer à produire intelligemment avec le smart grid, avec de nouveaux systèmes, et continuer à innover dessus. Sur la filière, je vous ai mis un dernier slide pour vous parler en fait du désengagement de l'État. Alors, je pense qu'il ne faut pas pointer non plus du doigt, parce que c'est normal aussi au bout d'un moment que l'État, ayant subventionné pendant des années, change un peu de temps en temps. Ce qu'on regrette, c'est le fait que c'est la pérennité des règles, etc. Mais c'est normal qu'au bout d'un moment, l'État, il doit passer la main. Et en fait, il a passé la main au marché. En gros, il a dit, j'ai lancé la filière. Et maintenant, je passe la main au marché, et je le passe comment? Sous forme d'un complément de rémunération, où il vient encore accompagner cette phase de transition, qui est en fait directement maintenant le portail OA qui va se transformer sur le portail avec les agrégateurs. C'est vrai dans le PV, c'est vrai dans l'hydro, et c'est vrai dans l'éolien, donc c'est un constat général dessus. Et ça permet justement de confronter l'offre et la demande, et à terme, ça permettra en fait de faire évoluer directement les intérêts des producteurs et des consommateurs et de maintenir quand même une pérennité des prix. Voilà. Donc en conclusion, les prix négatifs, c'est structurel, c'est français et européen, il ne faut pas l'oublier. On a des solutions pour permettre justement de lutter contre les prix ou de diminuer ou l'impact. Il faut continuer d'innover. Et il faut surtout aller chercher l'ensemble des mécanismes de rémunération que vous avez droit en tant que producteur PV. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tu l'as dit, Julien, on n'a pas entendu. Tu as parlé de prix négatif à minuit? Ouais. J'ai compris que c'était que la journée, donc c'est aussi. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, en fait, c'est négatif de minuit à 18h ce soir. Donc, ça veut dire que le marché EPEX, il est à 0 de minuit à 18h. Ça, il le fait parce qu'il Et il a fait pour la commune d'Herbie, on va leur montrer que c'est pas forcément un PV. Donc ça veut dire que la conso est très basse en ce moment et que l'offre est très haute. Alors, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que tous les pays européens sont interconnectés. Alors nous, on est plus exportateurs, on importe de l'Espagne, qui importe aussi un peu du Portugal. Nous, on renvoie vers l'Allemagne, les UK et l'Italie. Et donc, c'est en fait un phénomène structurel européen. Mais après, il y a des pays qui tournent encore au charbon, chez qui on pourrait encore exporter. Donc l'idée, c'est de développer le réseau pour pallier ça. Mais bon, c'est bien de minuit. Donc, c'est-à-dire que les 8 premières heures, c'est négatif ce matin.
de relancer la consommation. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec justement une recherche de la sobriété de plus en plus au niveau même des grands groupes qui font des efforts désespérés compte tenu des variations de prix de l'électricité, justement pour diminuer leur consommation ou en tout cas avoir un mix énergétique qui leur permette que ce coût soit plus raisonnable pour ajuster à la fois leur prix. Alors oui, c'est vrai, c'est paradoxal, mais dans l'idée de relancer, c'est de changer. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu ArcelorMittal, ils utilisent encore du gaz pour faire de l'acier, et ils pourraient utiliser de l'électricité. Rien que ça, comme impact au niveau du réseau, nous, ça permettrait aux énergies renouvelables de prospérer et de décarboner une partie de l'industrie. Également le transport. On a beaucoup de transport qui est encore au fioul lourd, et on pourrait passer à d'autres schémas. Oui, donc c'est plus dans le sens de changer de mode que de... Et puis une autre question mais qui n'a rien à voir, mais sur les batteries, est-ce que vous pourriez dire, parce qu'il y a d'autres solutions de stockage en cours de développement, mais au niveau des batteries, la durée réelle d'utilisation, oui, ça stocke la batterie, mais a priori pas sur une durée suffisamment longue pour que ça soit suffisamment souple. Alors aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, mais est-ce que vous pourriez être plus techniquement, on va dire? Alors oui, il y a d'autres systèmes, il y a les steps. Le problème des steps, c'est les autorisations. Il y a des projets qui ont une autorisation depuis plus de 10 ans. Après, vous regardez nos voisins en Suisse, en 3 mois, ils ont donné l'autorisation de 120 gigas, donc ça va plus vite. Sur les batteries, nous, ce qu'on constate, c'est quand même une évolution technique remarquable. La capacité, c'est vraiment un secteur que je pense que depuis les 2 dernières années, il a le plus innové. Et nous, ce qu'on voit passer sur le marché, c'est des batteries d'injection qui sont entre 2 à 4 heures. Voilà, et qui soutirent en général entre 4 à 6 heures. Donc un soutirage un peu plus faible et une injection plus rapide entre 2 à 4 heures. Et en termes de durée de vie, parce que c'est une question très importante, une batterie c'est garanti en moyenne par les fabricants entre 12 à 15 ans. Voilà. Et nous, au niveau des modèles, pour être tout à fait transparent, lorsqu'on fait un modèle d'optimisation sur les batteries, on prend un coefficient de perte de 1% par an. Voilà. Une batterie, ça perd 1% de sa capacité à peu près par an.